La diplomatie ne se limite pas aux chancelleries et aux négociations entre gouvernements. Il se joue aussi et surtout au sein des parlements, là où se constituent les compromis, les engagements durables et la consolidation des alliances. C'est tout le sens de la visite de Gérard Larcher au Maroc, président du Sénat français, qui vient renforcer le rôle du dialogue parlementaire dans cette relation bilatérale. Un signal fort qui s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Mais que signifie vraiment cette diplomatie parlementaire ? Eh bien, elle est d'abord une garantie de stabilité, contrairement aux aléas des relations gouvernementales qui peuvent être soumis au changement d'orientation politique. Les parlements assurent une continuité des engagements. Gérard Larcher l'a d'ailleurs rappelé en soulignant que la politique étrangère de la France n'est pas celle d'un gouvernement, mais celle de la République. Ensuite, cette coopération parlementaire ouvre des perspectives économiques et stratégiques majeures. La France et le Maroc partagent des intérêts convergents, notamment en Afrique, où le Royaume s'impose comme un acteur clé de la coopération sud-sud. Et enfin, il ne s'agit pas seulement de discussions bilatérales, mais d'une volonté de structurer une relation qui s'inscrit dans un monde en profonde mutation, dans un contexte international marqué, on le sait, par des recompositions d'alliances, des tensions géopolitiques croissantes et de nouveaux enjeux économiques. La coopération parlementaire est un levier pour anticiper ces défis et construire donc une relation résiliente et tournée vers l'avenir. L'heure est donc à la construction d'un partenariat parlementaire ambitieux entre Rabat et Paris qui dépasse les simples échanges diplomatiques et se traduit par des actions concrètes. Et c'est ce que nous allons décoder, analyser, essayer de comprendre ce matin avec vos deux décodeurs attitrés du mercredi. J'ai nommé Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. Hassan Alaoui est à ma droite, cofondateur et directeur de publication du magazine Maroc Diplomatique. Bonjour, c'est Hassan. Bonjour, c'est Adil. Bonjour, chers amis, chers auditeurs. Merci. Chères auditrices et chers auditeurs, attention, D'accord. vous allez vous fâcher avec la gente féminine. D'accord. Et Jawad Kardoudi à ma gauche, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Bonjour, c'est Jawad. Bonjour, c'est Abdelali, c'est toujours avec plaisir. Alors, on a eu la première visite, la plus importante, celle du président français en octobre 2024 au Maroc. Dernièrement, on a eu la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Entre-temps, il y a eu pas mal de missions économiques avec un forum économique Maroc-France. Et puis, dernière séquence, si j'ose dire, de cette dynamique positive entre Rabat et Paris, c'est effectivement la visite de Gérard Larcher qui est, corrigez-moi si je me trompe, mais la troisième personnalité. Non, Deuxième. La deuxième. Numéro 2. Oh, calmez-vous. Deuxième. Oui, Voilà. très bien. Parce que c'est important. Pardon, C'est la important. deuxième personnalité la plus importante de la République française. Bon, vous avez suivi, j'imagine, ses déplacements, ses faits et gestes et ses prises de parole depuis son arrivée au Maroc dimanche dernier, il me semble. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a pu dire, ce qu'il a fait lors de ce déplacement au Maroc? Je commence par vous, Hassan Alaoui. Bon, alors, je réitère un petit peu, cette vérité qui est celle d'un personnage très important. C'est le deuxième personnage de l'État de France. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le président du Sénat, c'est pratiquement celui qui, en cas de grave crise ou de démission du président de la République ou C'est lui qui prend le relais. d'accident, c'est lui qui prend le relais. On se souvient justement en 1969, après le départ précipité du général de Gaulle, c'était Alain Poher, qui était président du Sénat, qui a assuré la continuité jusqu'aux élections, n'est-ce pas, nouvelles. Et donc aujourd'hui, Gérard Larcher incarne ce personnage important qui est donc, c'est la plus haute personnalité après le chef de l'État. Ouais. Deuxième chose, la visite de M. Larcher au Maroc, bien entendu, et en particulier, et notamment dans les provinces du Sud, Oui. s'inscrit dans un contexte très, très, très particulier. C'est-à-dire, il y a en fait une espèce d'enthousiasme franco-marocain, et notamment français. On l'a vu avec l'organisation du Salon d'agriculture et le fait d'avoir invité le Royaume, qui est le premier pays étranger à participer. Invité d'honneur, bon, honneur, je ne sais pas, c'est important, bien sûr, Ah non, mais mais ça, hein, c'est surtout la présence du Maroc, avec un stand qui dépasse, paraît-il, les 450 mètres carrés, et je veux dire, l'étalage de produits marocains, un étalage inouï, un public de plus en plus nombreux, bref, c'est la dimension, aujourd'hui, la diplomatie française,
elle est aujourd'hui marocaine. Et je m'en réjouis personnellement parce que tout simplement, cette continuité avec cette visite de M. Larcher dans le Sud, c'est aussi une deuxième, sinon plus, une troisième reconnaissance de la marocanité du Sahara, après celle de Macron, donc en juillet dernier, celle de Rachida Dati qui est allée très loin aussi dans la visite des sites et le lancement de programmes et de partenariats. Et donc aujourd'hui, le fait que M. Larcher fasse aussi une déclaration si importante que la reconnaissance par la France du Sahara, vous l'avez dit, ce n'est pas celle d'un gouvernement, mais celle de la République, c'est-à-dire en fait... On s'inscrit sur le très long terme. C'est l'État. Oui. C'est l'État tout simplement qui persiste et signe, comme on dit, si vous permettez l'expression. Je donnerai la parole à Jawad Kardoudi pour un premier son de cloche. Eh bien, je crois que tout baigne dans l'huile entre le Maroc et la France. Et c'est vrai, comme a dit Hassan, cette déclaration où il dit « Je tiens à réaffirmer qu'il ne s'agit pas d'une position d'un gouvernement ou d'un exécutif, c'est bel et bien la politique de la République française, c'est-à-dire de l'État français. C'est ça. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est irréversible. Et donc, pour nous, c'est très important. Et le fait aussi qu'il est allé à Laayoune, aussi, c'est encore une reconnaissance physique de la marocanité du Sahara. Donc, j'en suis très satisfait. Et je pense que maintenant, avec la France, d'autant plus que les relations, on devrait s'en réjouir, mais quand même, les relations entre la France et l'Algérie sont très, très mauvaises. La conséquence indirecte. Absolument, sont très mauvaises. Et dernièrement, encore le ministre de l'Intérieur veut même ne plus laisser les personnalités algériennes venir en France. Donc ça va très mal. Alors, mais ce qui nous intéresse, c'est nous. Bien sûr, mais vous faites bien de faire le parallèle avec ce qui se passe avec nos amis algériens. Et Hassan Alaoui tout à l'heure a parlé, vous avez parlé Hassan, d'un enthousiasme franco-marocain ou maroco-français qui effectivement contraste avec, c'est quoi le contraire d'enthousiasme, avec la piètre qualité des relations, en tout cas aujourd'hui, qu'entretient le régime algérien avec la France. Il y a le cas de cet intellectuel, Boualem Sansal, qui est toujours dans les geôles algériennes. Et en France, si vous suivez un petit peu comment les uns et les autres traitent de cette actualité, il y a une certaine forme de défaitisme parce que face aux agressions à répétition du régime algérien envers les intérêts de la France... C'est devenu une guerre maintenant. Justement, une guerre, non pas militaire, mais une guerre d'une autre forme. Certains estiment que la France ne réagit pas comme elle devrait réagir avec un régime algérien qui lui est très hostile. Mais d'autres estiment au contraire que le fait que, par exemple, que Rachida Dati soit envoyée ou missionnée pour venir visiter le Maroc dans les provinces du Sud et qu'elle dise ce qu'elle a dit et que Gérard Larcher en fasse de même, là, c'est une certaine forme de, non pas de réponse, mais de diplomatie proactive pour dire aux uns et aux autres, voilà le sens de la marche pour nous, Français, et voilà comment les choses se font avec des partenaires fiables. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de vérité dans ce que je viens de dire ? N'oubliez pas que l'un et l'autre, c'est-à-dire le président de la République, Rachida Dati, ou M. Larcher, ont recours à une phrase qui est, à mon avis, à mon sens, très, très, très pédagogique et exceptionnelle aussi. Pourquoi ? Parce que la phrase, c'est que le Maroc est dans sa souveraineté, pratiquement une souveraineté qui est globale. Non, c'est pas ça la phrase, parce que la phrase, on la connaît par cœur maintenant. Oui. L'avenir et le présent de s'inscrivent dans la souveraineté. Oui, mais moi, je voudrais abréger par pédagogie, tout simplement. Par pédagogie. Ça a été répété. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Pour Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, qui est allée sur les pas, n'est-ce pas, d'un grand écrivain français qui s'appelait Saint-Exupéry, n'est-ce pas ? Et Saint-Exupéry, c'était à l'époque le Maroc éternel, c'est-à-dire avant la naissance de l'Algérie même, avant la naissance du conflit du Sahara qu'ils appellent occidental, avant même ce problème qui aujourd'hui, évidemment, j'allais dire instruit une friction terrible et une incompréhension, voire même une agressivité du gouvernement algérien. Donc la visite de Rachida Dati, qui est allée voir les monuments et tout, elle s'inscrit dans cette continuité historique bien avant l'affaire
l'affaire du Sahara. Et c'est pour ça qu'il faut louer, je veux dire, cette démarche qui est absolument incroyable. 3 fois, je veux dire, de suite, c'est-à-dire depuis la déclaration du président de la République, suivi par M. Cambon aussi, qui est le président de la commission du Sénat, qui est il préside aussi je veux dire, l'association d'amitié franco-marocaine, qui est aujourd'hui par Madame Dati, et naturellement, il y a une semaine, et aujourd'hui, le président du Sénat, comme on dit, qui est le deuxième personnage. Donc il y a tout de suite quelque chose qui est effective, c'est-à-dire en fait un retour de mémoire, et ça explique un petit peu l'enthousiasme, parce que finalement la France était une puissance coloniale, n'est-ce pas, qui occupait carrément, je veux dire, le Maroc pendant des décennies, et naturellement la solution du problème lui revient en quelque sorte. J'allais dire la compréhension au moins, ou cette tendance, cette propension qui est exprimée ici et là aujourd'hui pour soutenir la marocanité du Sahara, pour nous, ça ne peut être qu'une évidence pour nous Marocains, n'est-ce pas? Jawad Kardoudi. Oui, alors effectivement, c'est une reconnaissance, je répète le mot, irréversible. Alors maintenant, bien sûr, il y a cette diplomatie parlementaire qui va s'accentuer de plus en plus, mais il y a aussi le fait que la France est le premier investisseur au Maroc, le deuxième partenaire commercial, le premier fournisseur de tourisme, le premier pays de transfert de nos travails de RME en France. Donc tout cela va encore augmenter, et je rappelle que lors de la visite du président français, il y a eu 40 accords qui ont été signés, et donc il y a du concret, parce qu'à part, si vous voulez, la politique, il faut qu'il y ait du concret, et il y a eu donc 40 accords, dont 22 qui représente 10 milliards d'euros et qui concerne l'ONCF, l'aéronautique avec Safran, l'OCP, Tangemed, etc. Donc c'est une coopération multiforme, et c'est le secteur privé qui a signé. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement l'État, et quand le secteur privé signe des accords, en général, il les réalise. Donc, je suis aussi optimiste sur l'avenir des relations économiques entre les deux pays. Alors, Gérard Larcher a parlé... Je rajouterai une petite chose rapidement. Il ne faut pas oublier que le Sénat français, c'est une institution verticale. Parce que de ce Sénat dépendent ce qu'on appelle les collectivités locales françaises, c'est-à-dire territoriales et tout ça. Et donc, cette prise de position du président du Sénat engage aussi donc la France profonde. Et nous nous en réjouissons aussi, parce que là, c'est évidemment au-delà de l'État, au-delà de tout ce qui peut être un petit peu officiel, etc., et qui surpasse un petit peu les déclarations, je veux dire, d'intention ou quelque chose, il y a la profondeur du rôle du Sénat français. Très bien. Bon, on va marquer une petite pause. On va poursuivre le débat avec vous, messieurs, juste après le journal de 9h. On va d'ailleurs faire un focus sur un élément qui a été évoqué par Gérard Larcher, à savoir l'importance de promouvoir et de soutenir la diplomatie parlementaire. Et j'imagine que ça doit vous rappeler aussi... Parallèle et parlementaire. Et ça nous rappelle aussi l'un des éléments de langage évoqués par Sa Majesté dans son dernier discours. Dans son discours. On va en parler juste après. On parlera aussi de Donald Trump, de ce qui se passe en Ukraine, de la Russie, parce que les choses avancent à une vitesse grand V. Et je sais que, ce que j'ai à dire à nos auditeurs, c'est de rester jusqu'à la fin de l'émission, parce que je sens que les dernières minutes seront électriques entre Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. A tout de suite. Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. On parle ce matin des relations France-Maroc avec cette visite du deuxième personnage le plus important de la République française au Maroc, Gérard Larcher. Et Gérard Larcher a dit pas mal de choses très intéressantes lors de cette visite. Et parmi les choses qui ont attiré mon attention, et j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à cet élément, c'est la nécessité, selon lui, de renforcer de part et d'autre ce qu'il appelle la coopération interparlementaire. Et ça fait écho, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'un des éléments contenus dans le dernier discours royal
quand Sa Majesté avait appelé les parlementaires justement à faire preuve de beaucoup plus de prise d'initiative pour défendre notamment la cause du Sahara marocain. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux prises de parole? Est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce qu'il y a une continuité dans l'approche? Il va de soi qu'il y a une continuité, bien sûr. Et naturellement, le discours royal rebondit sur quelque chose qui existe, à vrai dire, depuis longtemps. C'est-à-dire, en fait, il y a ce qu'on appelle l'international parlementaire ou interparlementaire, à laquelle participe depuis la fondation de nos institutions démocratiques et parlementaires au Maroc, à laquelle participe je veux dire, des délégations très significatives du royaume, n'est-ce pas? Et donc, on rebondit là sur quelque chose, évidemment, qui a été reprise avec force par Sa Majesté, parce que Sa Majesté, évidemment, souhaite dynamiser un petit peu une diplomatie, je dirais parallèle, mais en même temps, c'est pratiquement quasiment la réelle, c'est-à-dire en fait une diplomatie qui se passe un petit peu des discours officiels et officieux, mais qui agit sur place, sur le terrain, au niveau des sociétés civiles différentes du monde entier, au niveau des institutions parlementaires européennes, américaines, africaines notamment, et arabes, n'est-ce pas, asiatiques aussi. Donc là, c'est un petit peu l'écho qui est lancé, si vous voulez, au discours royal par monsieur, je veux dire, Larcher. Sans compter, si vous voulez, une autre dimension, c'est que aujourd'hui, la diplomatie ne peut pas être isolée d'un contexte, si vous voulez, institutionnel, bien entendu, mais aussi, j'allais dire, des peuples et de la société civile. Alors, nous nous réjouissons aussi, encore une fois, de cet aspect, de cette dimension, que, évidemment, la visite de M. Larcher je veux dire, permet. Et donc, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a aucune contradiction entre ce qui se dit ici au niveau royal. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Et puis, alors, il faut voir maintenant autre chose. Et je termine parce que Jawad doit parler aussi. Oui. C'est que la visite de M. Larcher, et il l'a dit, c'est qu'il est venu pour faire un constat. C'est-à-dire découvrir de visu les réalisations, si vous voulez, avec une série de rencontres qu'il a eues avec le président de la région qui s'appelle M. Oldarchid, n'est-ce pas, avec les élus locaux, avec des personnalités privées aussi de la société civile, des jeunes et tout ça. Donc tout ça, c'est imprégné de la réalité de ce territoire. C'est un constat. Mais lui-même, il dit maintenant, il faut aller de l'avant. Et ça rejoint un petit peu ce que donc le discours de Sa Majesté, il faut aller de l'avant pour aller voir autre chose. Parce que le Sahara, quand il était occupé, quand il a été libéré en 1975, n'était pas terra nullius sur un plan politique et humain, hein, mais il était évidemment, j'allais dire, vide sur un plan des infrastructures et des réalisations. Mais le miracle que le Maroc réalise depuis 1975, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas frapper les esprits, et notamment ces personnalités françaises qui sont en train de découvrir la réalité immense de ce territoire et de la volonté politique du Maroc, royale notamment, d'aller de l'avant. Alors, je reviens à cette question de la coopération interparlementaire à laquelle fait référence Gérard Larcher. Quels sont pour vous, Jawad Kardoudi, les axes prioritaires de cette coopération? Alors, les axes prioritaires, c'est d'abord les échanges entre parlementaires. Je crois qu'ils vont se multiplier dans l'avenir, soit des parlementaires marocains qui vont aller au Parlement français ou à l'inverse. Et puis une activation de groupes de travail, des groupes d'amitié. Il y a un groupe d'amitié Maroc-France, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et il y a aussi l'Assemblée parlementaire francophone, où M. Larcher a dit que le Maroc aura toute sa place dans cette assemblée parlementaire. Et au-delà de ça, pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'il a parlé d'investissements français dans les provinces sahariennes, dans nos provinces. Et ça, c'est très important, à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan politique, et aussi l'ouverture d'un consulat général français à Laayoune. Donc, tout ça est très positif, et personnellement, je suis très optimiste
pour l'avenir des relations entre les deux pays. Je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce cas de figure. Jawad Khaldoudi, Hassan Alaoui sont avec nous jusqu'à 9h30. On va marquer une petite pause, le point info de Karim Droné. Et juste après, nous allons aborder le deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'avenir de l'Ukraine et ce qui se joue actuellement en ce moment au sein des Nations Unies. C'est tout sauf anodin. Les Américains et les Russes votent ensemble. Ça fait belle lurette qu'on n'avait plus vu le représentant des Américains et celui des Russes voter un seul texte en commun. Bon, on va marquer une pause. Karim Droné pour les infos. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite. Alaoui, à ma droite, directeur de publication du magazine Maroc Diplomatique. Alors, dans le dernier numéro de Maroc Diplomatique, vous avez mis Donald Trump en une, avec cette interrogation... Donald Trump, le monde en otage. Alors on voit Donald Trump, le président américain de profil, et derrière lui, une scène apocalyptique, le monde en feu, qui part en feu, et cette interrogation... Alors c'est quoi le message que vous voulez adresser? C'est un petit message subliminal adressé à Jawad Khaldoudi pour lui faire plaisir? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Non, mais je vous taquine. En tout cas, j'imagine que les éléments qui sont à l'intérieur de ce numéro sont intéressants. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous n'abordions... C'est l'homme qui fait l'actualité. Évidemment, et tous les sujets de près ou de loin nous ramènent finalement à Donald Trump. Bon, regardez, je viens de faire une proposition incroyable, c'est d'offrir la résidence et éventuellement la nationalité contre 5 millions de dollars à tous ceux qui veulent s'installer aux États-Unis. Il a appelé ça la résidence Trump. Bien sûr, c'est exactement l'esprit, pardonnez-moi, transactionnel, quoi. Oui, moyennant 5 millions de dollars quand même. Bon, c'est ça, il faut les trouver. Hein. Oui, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est l'Ukraine. Parce que là, pour le coup, les choses commencent à se clarifier. Là, il n'y a plus d'interrogations possibles et de doutes. Les États-Unis s'alignent sur le narratif de Moscou, et notamment et surtout à l'ONU. Les Russes ont voté en commun avec... les Américains ont voté en commun avec les Russes une résolution qui ne condamne pas forcément la Russie et qui ne défend pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y a eu 2 votes importants ces dernières heures, celui-ci en question, et puis un texte présenté par l'Ukraine qui a passé le cap du vote, et le Maroc a voté pour ce texte qui condamne bien sûr l'invasion de la Russie et qui rappelle que l'intégrité territoriale des nations ne peut en aucun cas être violée. Rien de surprenant là-dessus. Mais revenons au premier texte. Pourquoi, selon vous, les Américains ont franchi le pas et ont voté un texte proposé par la Russie et qui ne condamne pas la Russie? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la première fois, je pense, depuis la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis votent la même chose que la Russie pour cette question très importante qui est la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, parle d'un renversement des alliances. C'est quand même très, très grave. Et François Bayrou, le Premier ministre, d'un basculement du monde. Donc, il y a effectivement un nouvel ordre mondial qui est en train de se faire devant nos yeux. Alors maintenant, et votre question est pertinente, pourquoi Donald Trump fait-il ça? À mon avis, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un conservateur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, il a assisté à la fameuse messe des conservateurs qui a eu le 21 février 2025, près de Washington. Et les conservateurs sont plutôt du côté des régimes autoritaires plutôt que des régimes progressistes. Et donc, il y a, sur le plan idéologique, un rapprochement entre Trump et Poutine, puisque tous les deux sont des régimes autoritaires. Donc, il y a ça. Il y a aussi, sur le plan géopolitique, peut-être le fait de se rapprocher de la Russie pour l'éloigner de la Chine, parce que les Américains considèrent que le principal adversaire, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Donc c'est aussi peut-être une manœuvre
séparer, peut-être pas séparer quand même, mais pour éloigner la Russie de la Chine. Et puis, il y a le côté économique. Donc, Trump pense peut-être il veut faire des affaires avec, parce qu'il n'oublie jamais, si vous voulez, que c'est d'abord un homme d'affaires plutôt qu'un homme politique, et donc faire des affaires avec la Russie. Et donc tout cela, il faut qu'on le suive de très près. Et pour terminer, il y a quand même la réaction de Macron qui, le 17 et le 19 février, a réuni à Paris les Européens, parce que ce que craignent les Européens, c'est qu'il y ait un accord entre donc la Russie et les États-Unis en dehors de l'Ukraine et en dehors de l'Europe. Et ça, il ne l'accepte pas. Il l'a dit à Trump. Maintenant, Trump a répondu d'une façon très floue lors de cette réunion. Et donc, il faut attendre, à mon avis, les prochaines semaines pour savoir est-ce qu'il va tenir compte de cette intervention. La réponse, vous la connaissez, Jawad Karzoudi. Il ne va pas tenir compte. Il ne va pas tenir compte ni de ce que dit Emmanuel Macron, ni de ce que pensent les Européens sur cette question. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, je reviens sur un élément très important que vous avez évoqué. C'est vrai que c'est une grille de lecture que je lis et j'entends depuis un certain temps et qui est très pertinente à mon sens. C'est effectivement pourquoi, in fine, Donald Trump fait les yeux doux, en quelque sorte, à Vladimir Poutine, à la Russie. Et l'un des éléments qui revient le plus, c'est effectivement la plus grande crainte côté américain, c'est que l'alliance entre la Chine et la Russie se renforce. Et si effectivement vous mettez d'un côté la puissance économique de la Chine et la puissance militaire et nucléaire de la Russie, là vous avez en face de vous un sacré concurrent pour l'hégémonie mondiale. Hassan Alaoui, est-ce que vous pensez effectivement que ce qui motive et ce qui pousse Donald Trump in fine à non pas s'aligner sur le narratif russe, parce que là, ce serait trop excessif, mais à changer de politique, on va dire ça comme ça, par rapport à son prédécesseur et à ses prédécesseurs, c'est effectivement cette crainte ou cette volonté de vouloir briser ce lien indéfectible entre Pékin et Moscou. Écoutez, moi, je vais revenir aux fondamentaux, si vous permettez, c'est-à-dire l'affaire, puisqu'on parle, l'émission est consacrée ici à l'Ukraine. Oui, mais tout est lié. D'accord, oui. Mais l'histoire, si vous voulez, de briser un petit peu ce cercle, je dirais pas vertueux, mais vicieux envers la Chine, c'est qu'évidemment, c'est une volonté qui a toujours dominé la pensée et l'action de Trump depuis sa première législature. Et effectivement, si Jawad l'a bien dit et exposé, tout ça, c'est une volonté de neutraliser un petit peu la Chine, de neutraliser la Russie aussi d'abord, n'est-ce pas? Un rapprochement politique avec amadouer, si vous permettez, la Russie, se rapprocher, lui donner enfin de l'importance sur un petit peu sa vision, même si elles sont graves et pas du tout approuvées par le reste du monde, en l'occurrence l'Europe, donner l'impression que Poutine est important, etc., etc. Et que dès qu'on fait un petit peu, on revient à cette histoire de ce qu'on appelle le duopole de la guerre froide, c'est-à-dire les deux superpuissances qui s'allient, enfin, avec une résolution qui est complètement, je veux dire, floue et abstraite, parce que, surtout injuste, parce qu'on nous a rebattu les oreilles pendant des années qu'il faut aider l'Ukraine, et même le président américain précédent avait mis de l'argent et des armes et tout ça, et aujourd'hui, tout tombe à l'eau comme si de rien n'était. C'est-à-dire, en fait, le peuple ukrainien est sacrifié. Et la résolution qui a été votée sur l'intégrité territoriale, c'est important. Et le Maroc, pourquoi parce que le Maroc vit justement le problème de l'intégrité territoriale. C'est un élément fondamental de la diplomatie. Et donc le Maroc approuve, soutient le principe fondamental de l'intégrité territoriale, d'où qu'elle vienne, où elle se trouve, n'est-ce pas? Et voilà l'explication. Maintenant, le calendrier de Trump, il est connu. On l'a dit et on est d'accord que c'est un transactionnaliste, je dirais, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il veut, c'est bien entendu élever le rang des États-Unis, quitte évidemment à jouer avec le diable, pardonnez-moi entre guillemets, c'est-à-dire, comme dit Faust, c'est-à-dire diaboliser avec le diable, n'est-ce pas? Pactiser avec le diable. Pactiser avec le diable. Et donc, aujourd'hui, l'entente
je ne sais pas combien de temps elle va durer avec la Russie, est désormais tout simplement construite, imaginée, Je dirais pas j'ai dit, entente. échafaudée, Je dirais pas entente. Je dirais surtout détente. détente. Parce et que le et que mot- le dialogue a été surtout renoué parce que voilà. pendant l'ère de Joe Biden, Ouais. le dialogue était Aucun complètement contact. rompu. Aucun contact. Et, Bien sûr. Disons et détente. quand vous parce faites qu'elle la est- diplomatie, c'est une erreur à ne pas commettre. Même avec vos adversaires, vous devez maintenir un lien ou un canal de discussion possible. le langage, autrefois, précisait qu'il s'agissait de la détente avant l'entente. Aujourd'hui, nous sommes évidemment au niveau Détente. de la détente, bien sûr, ce rapprochement spectaculaire, je ne sais pas qu'est-ce que ça prouve, mais il est là parce que, avec simplement un objectif dans la tête du président américain, c'est tout simplement parce que lui, la Chine lui inspire des craintes, Oui. des craintes, Mais de surtout graves l'alliance craintes. russo-chinoise Voilà. ou sino-russe. Voilà. Et il la brise, il veut la briser. Les grands perdants de cette affaire, c'est C'est évidemment le peuple ukrainien. le peuple ukrainien et les millions... Et l'Europe. Attendez. Et surtout, bon, déjà, parce qu'on en parle depuis février 2022, mais il y a eu quand même, au bas mot, selon les estimations de la CIA, 1 million de morts dans cette guerre. Hein. Et effectivement, comme l'a dit Hassan Alaoui, les Européens, moi j'ai en mémoire comme ça les déclarations de certains responsables européens, notamment un en l'occurrence, Bruno Le Maire, ancien ministre français de l'économie, qui avait dit aux premières semaines du début de cette guerre Conflit. que l'Europe et que lui et que la France allaient mettre à genoux l'économie russe. Les sanctions. On voit les résultats que ça a Ouais. donné et tout ça pour ça, in fine. Exactement. Donc, Alors, juste si vous oui. permettez, Je permets, j'ai Jawad Kardoudi. un petit élément nouveau, Mm. parce que Trump n'oublie jamais les affaires, c'est un homme d'affaires. Oui. Et j'ai appris ce matin que finalement, l'Ukraine serait d'accord pour signer un accord avec les États-Unis sur les terres rares. Oui, oui. Et même Trump a invité donc Zelensky à venir aux États-Unis, à Washington, Pour signer l'accord. pour signer. Donc peut-être qu'il va quand même modifier un petit peu sa position, Mais- parce qu'il a obtenu satisfaction. C'est ça. Parce que juste, je termine, il était en colère parce que la première version de l'accord, Zelensky l'avait refusé en disant « moi je défends mon pays, je ne vends pas mon pays Ouais. ». Et là c'est quelque chose Ceci. de nouveau. Mais- Mais qu'est-ce qui a où il changé donne- Qu'est-ce qui a changé ils vont signer Oui, mais ils maintenant. vont signer Non. l'accord initial qui a été proposé par Donald Trump, à savoir que les Américains vont s'accaparer Oui, mais les il va- terres Oui, mais ukrainiennes. attendez. Il Il y va a quand quand même même la, tenir- pardon, il va quand la même tenir concession, compte de cet la accord. concession qui est une exigence, si vous voulez, de Poutine, à savoir les territoires, le Donbass Oui. et la Crimée, comme la Crimée, tout le reste. Tout Et ça n'a pas encore été il n'est clarifié. pas, dit-on, on ne le voit pas sur le papier des négociations. Non, ce que je veux dire, C'est très ça. rapidement, c'est qu'avec cet accord où Trump a donc a obtenu cet accord sur le terre rare, et d'ailleurs Poutine lui-même a dit je ne suis pas contre la présence de l'Ukraine et des Européens aux négociations. Peut-être que ça va se faire donc à quatre avec les États-Unis, la Russie, donc Zelensky et l'Europe. Et là, effectivement, Bon. peut-être il y aura un petit changement, pas peut-être sur le fond, mais je pense qu'il y aura, parce que Trump tient beaucoup à cet accord sur les terres rares. On va suivre l'évolution de cette affaire. Effectivement, on verra comment sera reçu le président ukrainien Zelensky à la Maison-Blanche. Parce qu'avec Donald Trump, les images sont très révélatrices. Et contradictoires. N'oubliez pas qu'il y a Oui, une semaine, calmez-vous, Hassan il Alaoui. le traitait de président Dictateur. non élu. Dictateur, il a dit. Maintenant, il a Dictateur. changé. il a Oui, changé. c'est ça. Hassan Donc, Alaoui, ouais. il est 9h30. On doit rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez une conférence, Jawad Kardoudi, aujourd'hui au siège de l'IMRI. C'est ça, c'est le 26 février, sur le thème Avenir de la Méditerranée à l'horizon 2050, étude du rapport prospectif MED 2050. Hein. Absolument, Bon, je c'est- vous remercie de Oui. l'annoncer. C'est- Pour nous, la Méditerranée, c'est très important. Et donc, on va se pencher Très bien. sur l'avenir de la Méditerranée. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à y aller, c'est au siège de l'IMRI. Merci beaucoup, Jawad Kardoudi. Karim Dronet revient dans quelques instants pour le point 1, pour le journal de 9h30.